Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, Ariane n'a pas pu se joindre à nous, mais c'est quand même elle qui va faire le montage et le mixage de cet épisode et nous la remercions beaucoup. J'ai donc le plaisir d'accueillir Florent Colombet, cofondateur et directeur de Tigro. Bonjour Florent. Bonjour Armelle. Comment ça va ? Écoute, très bien et toi ? Ça va, super. Alors Florent, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? Moi j'ai commencé par un parcours maths sup, maths spé. J'ai enchaîné sur une école d'ingénieur, les arts et métiers, et j'ai enchaîné sur un master spécialisé en finance de marché. Donc ça c'est voilà le parcours académique. Et sur ma carrière pro, ça va être assez simple. J'ai une grosse expérience dans une société de gestion qui s'appelle Eiffel Investment Group. J'ai débuté là-bas il y a un peu plus de 13 ans. J'y suis arrivé en fait stagiaire et à l'époque c'était une petite société de gestion, une dizaine de personnes et un fonds. Et 12 ans plus tard, je suis parti en tant que directeur des opérations et Eiffel gérait 50 fonds, 5 milliards sous gestion, un peu plus de 100 employés. Donc ça a été une belle expérience dans une société de gestion et j'ai vraiment pu participer au développement de toute l'activité. Donc ça a été vraiment une super expérience. Et comment t'es passé de Eiffel à Tigro ? En fait, de façon assez naturelle. Le rôle que j'avais à jouer chez Eiffel, c'est en tant que directeur des opérations, c'était m'assurer pour l'ensemble des fonds sous gestion c'était vraiment effectuer tout le suivi opérationnel. Donc c'était structurer les fonds et en assurer la gestion opérationnelle. Donc c'est avec des équipes, on était une dizaine de personnes à effectuer ces missions et aussi il y avait des outils, un peu de solutions digitales. Donc moi là c'était vraiment mon cœur de métier, je m'occupais de ça chez Eiffel et en fait la transition donc s'est faite assez naturellement. Moi quand j'ai appris il y a peu de temps que il y avait cette initiative Tigro là qui se lançait et dont le cœur de métier c'est exactement ça, c'est être une société de gestion opérationnelle et donc la transition s'est faite vraiment moi c'était exactement ce que je savais faire, ce que j'aimais faire et là le côté aussi entrepreneurial arriver en tant qu'associé directeur général là pour vraiment créer être à la base et avec les deux associés donc Nicolas Babouin et Stéphane Lubiard vraiment créer cette entreprise, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est Tigro et qu'est-ce que vous faites et aussi pourquoi est-ce que les fonds d'investissement doivent faire appel à des acteurs comme vous ? Tigro est une société de gestion agréée par l'AMF et dont le but est de digitaliser la création et la structuration de fonds d'investissement. Tigro est une société de gestion un peu spécifique et donc une société de gestion classique. C'est un acteur hyper important de la finance. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est une société de gestion, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de trouver des investisseurs qui vont amener de l'argent qui va être utilisé pour être investi dans des entreprises. C'est le rôle classique d'une société de gestion. Pour ce faire, typiquement, on retrouve dans les sociétés de gestion les équipes de gestion ou les équipes d'investissement. Donc elles vont sélectionner les entreprises à financer et puis en assurer le suivi dans le temps. Il va y avoir également les équipes opérations, donc souvent on entend middle office, back office. Donc ça, c'est les équipes qui vont être là pour traiter tous les flux. Donc voilà, quand il y a des nouveaux investissements à réaliser, des nouveaux investisseurs, il y a pas mal de choses à faire.
Donc vraiment les équipes opérations vont s'en charger. Il va y avoir beaucoup de travail de suivi des fonds, donc du reporting réglementaire, du suivi des risques. Donc voilà, ces équipes opérations sont assez importantes. Et il y a également la conformité, c'est quelque chose d'assez important aussi dans une société de gestion. Voilà, une société de gestion est pas mal réglementée, donc la conformité est là pour s'assurer que la société de gestion donc tout ce qui est réalisé par la société de gestion rentre bien dans le cadre réglementaire et qu'on respecte en fait les procédures internes de la société de gestion. Alors des procédures internes, ça peut être des procédures de protection des données par exemple, ou des procédures de bonne réalisation de transfert de fonds par exemple. C'est exactement ça. Les procédures sont là pour décrire en fait. Ça va être une procédure, c'est deux choses. Voilà, c'est décrire comment ce qu'on doit faire, nos process. Ça va être vraiment décrire un peu les process presque opérationnels de la société de gestion. Et on s'assure que ces process-là, si on les suit, on est bien dans le cadre réglementaire, on s'assure qu'on a bien rempli toutes nos diligences et qu'on est bien dans le cadre réglementaire. Donc, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que tu as créé Tigro et quelle est la valeur ajoutée par rapport à d'autres organismes confrères? Ouais, Tigro, par rapport à une société de gestion, on va dire classique, ce qu'on a de différenciant, c'est que nous, les clients qui viennent, ce qu'il y a de différenciant par rapport à une société de gestion classique, c'est le fait que nos clients en quelque sorte, on externalise toute la partie investissement à nos clients. Ça, c'est le premier point qui est un peu différenciant. Et le deuxième point, c'est aussi qu'on est, on est digital. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, puisque Tigro réalise pas mal justement d'opérationnel. Donc, il y a beaucoup de flux de reporting, ce genre de choses. Donc, en fait, on va être efficace si on a une belle solution digitale. Nous en interne, voilà, on va aller plus vite, on va faire moins d'erreurs. Et pour nos clients aussi, ce qui est agréable avec une belle solution digitale, c'est plus de réactivité et en fait c'est avoir accès à plus de données plus rapidement. Ok, donc si je vulgarise, demain je gagne au Super Loto 30 millions d'euros par exemple, j'ai envie de soutenir des startups dans les secteurs du sport et du tourisme, j'ai envie de créer un fonds d'investissement et donc du coup je viens vous voir et vous m'aidez à structurer ce fonds d'investissement, à le digitaliser pour rendre mes process plus simples et vous vérifier que toutes les opérations que je vais réaliser dans mon fonds d'investissement sont conformes notamment à la législation en vigueur, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment exactement ça. Et vraiment, voilà, on va t'accompagner. Toi, t'es là pour faire en effet cibler tes investissements. Donc, c'est toi qui trouves les entreprises que tu as envie de financer. Et après, voilà, on t'accompagne vraiment sur tout le reste. Donc, ça me permet de me concentrer que sur ma valeur ajoutée qui va être de trouver les entreprises et les accompagner et pas forcément gérer la partie administrative pour laquelle je vais pas forcément exceller, mais vous allez être les meilleurs. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, comment fonctionne une société de gestion opérationnelle de fonds d'investissement? C'est quoi le business model? Est-ce que vous avez des fees ou des commissions ou des abonnements? Comment ça fonctionne? L'idée, c'est d'être en partenariat, comme tu l'as dit. Hein. Toi, t'es venu toquer à la porte de Tigro parce que t'avais envie de lancer un fonds d'investissement. Et à ce titre, ce qui est très classique, c'est que quand on lance un fonds d'investissement, le fonds va payer ce qu'on appelle des commissions de gestion. Et donc là, comme on est en partenariat dessus, sur ce fonds d'investissement, l'idée c'est que toi tu prennes la plus grosse partie des commissions de gestion, mais que Tigro en prenne une petite partie. Donc parce que justement, elle va t'accompagner quand même sur tous les enjeux de structuration et de suivi opérationnel. Un ordre d'idée sur si toi tu veux devenir société de gestion directement pour pouvoir faire toi-même ton fonds d'investissement, ton premier fonds d'investissement, puis d'autres. Devenir société de gestion, en fait, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, même un petit fonds d'investissement de 10 ou 20 millions d'euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai que si tu t'adresses à Tigro, tu vas pouvoir, là, ça se chiffre en fait en dizaines de milliers d'euros et pour toi, ça va être beaucoup plus facile. En fait, tu vas vraiment, tu toques à la porte de Tigro et assez rapidement et pour du coup à moindre frais, tu vas pouvoir avoir un fonds d'investissement. Et si on parle un peu administratif, comme vous êtes soumis à la réglementation de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, combien de temps ça prend de créer une boîte comme Tigro et d'obtenir ces fameux agréments de l'AMF?
Ça peut être quelques mois. Et dans la vraie vie, c'est en ayant un plan très clair. En ayant quand même un plan. Voilà, c'est pas juste des idées comme ça. Voilà, en ayant un plan très clair de la société de gestion, en ayant déjà un conseil. Faut avoir un conseil juridique pour être accompagné sur ces sujets-là. Ouais, il faut, je pense, pour formaliser, donc faire tout ce dossier d'agrément. Ça peut être rapide, un mois ou deux, mais après c'est vrai qu'il va y avoir, ça c'est le début. Et ensuite, faut soumettre le dossier. Évidemment, l'AMF, et c'est normal, veut s'assurer que voilà, c'est vraiment le projet est sain et pérenne. C'est hyper important. L'AMF est là pour ça. Donc, il va y avoir des échanges, pas mal d'échanges, pour s'assurer que voilà, que le dossier est complet. Donc là, ça va être potentiellement plusieurs mois. Et donc voilà, il faut du temps, de l'expertise. Il faut être accompagné d'un conseil juridique. Et aussi, il faut avoir en tête il faut avoir aussi des moyens. Voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que il faut mettre en place, pour une société de gestion, en fait, il te faut un DAF, il te faut 2 gérants, et puis il te faut justement des équipes opérationnelles aussi. Donc, tu vois, très rapidement, tu vois, ça représente pas mal d'employés aussi. Oui, et puis peut-être on peut préciser qu'il y a aussi tout un tas de structures, notamment liées à la protection des données. Il te faut des systèmes très robustes. C'est exactement, non, et tout à fait. Il te faut, voilà, il y a des employés, et il te faut des systèmes, des solutions pour justement qui vont te permettre de réaliser. Encore une fois, il y a beaucoup de suivi à faire, beaucoup de reporting à faire. Donc, ce qui veut dire, il faut récupérer pas mal de données, les stocker de façon sécurisée, et puis pouvoir utiliser ces données pour en faire, encore une fois, du reporting, du monitoring. Donc, tout ça, c'est une logistique il faut se dire que faire du Excel et un peu de VBA, ça marche vraiment pas très bien. Enfin voilà, c'est plus suffisant en fait. C'est plus suffisant pour pouvoir être pertinent. Quand on réfléchit en termes de société de gestion, il faut passer un peu une étape supérieure en termes de digital. À quoi ressemble ton quotidien professionnel ? En fait, chaque journée est un petit peu un petit peu différente. En fait, déjà tous les matins, il faut se rappeler un peu les enjeux. Hein. Les enjeux, nous, c'est encore une fois, c'est apporter le meilleur service à nos clients. Et aussi aux clients de nos clients qui sont les investisseurs du fonds. Donc nous, on est là vraiment, faut se lever le matin en se disant ouais, moi je suis là pour ça. Faut aussi respecter le cadre réglementaire à chaque fois. Il faut bien s'assurer de vraiment respecter ce cadre-là. Donc ça, c'est un peu toujours ces enjeux, je pense, à avoir en tête en se levant. Et du coup, à quoi ça va ressembler ma journée? Ça va être typiquement qu'est-ce qu'on peut avoir. Ça va être le matin, c'est faire un petit point d'équipe de 30 minutes. Donc c'est un point en interne. Nous on est une dizaine chez Tigro, donc c'est un petit peu quels sont les sujets du moment, qu'est-ce qui a été finalisé la veille, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, comme ça on se répartit les missions, les sujets bloquants. Ensuite ça va être enchaîné peut-être sur ça va être une visio avec un prospect. Donc c'est pour un peu expliquer justement un peu comme j'essaie de le faire et comme tu as aidé à le faire, qu'est-ce que propose Tigro, à quoi on sert et comment. Donc voilà, donc ça va être une petite visio de 30 minutes, 1 heure avec un prospect. Ensuite, ça peut être, on va avoir une réunion IT. On va spécifier des nouveaux besoins pour faire développer notre solution digitale. C'est aussi sur les derniers développements qui ont été faits, c'est faire un peu de feedback pour encore améliorer ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Ensuite, par exemple, ça va être un déjeuner avec un client, pour s'assurer que tout fonctionne et puis en fait réfléchir à la suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quel est le prochain fonds? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place de nouveau? Donc on peut avoir des choses comme ça. Après, ça va être des réunions avec justement l'équipe conformité pour mettre en place de nouvelles procédures, ajuster les procédures. Faut vraiment que nous c'est notre outil de travail. Faut que donc ça marche si on les fait vivre. On va avoir un petit point conformité. Et puis ensuite, typiquement, on va recevoir aussi un nouveau client avec lequel on est en train de structurer un nouveau fonds. J'imagine qu'il y a un très gros travail de veille, à la fois sur de la veille réglementaire, mais aussi de la veille technique pour pouvoir opérer une société comme Tigro. C'est un enjeu en effet hyper important de savoir d'un point de vue réglementaire. C'est vrai qu'il faut toute la partie réglementaire, on peut le voir de 2 façons. On en parle de cadre réglementaire. Faut pas voir comme quelque chose qui en fait nous enferme. Il faut plutôt voir ça, je pense, de façon hyper positive. C'est vraiment un cadre et plus faut voir ça comme un tuteur. C'est quelque chose qui est là pour guider.
Et il faut être vraiment là, et c'est hyper important de bien connaître toutes les réglementations existantes, celles qui vont arriver, et vraiment pour pouvoir en fait en bénéficier et pouvoir se reposer dessus. Donc vraiment voilà, faire une veille pour voilà, saisir les opportunités qui sont offertes par les évolutions réglementaires. Donc il y a ça. Donc ce qui est vrai, c'est vrai sur le réglementaire, c'est vrai également évidemment sur le digital. Voilà, il faut connaître les derniers. Enfin voilà, il faut évidemment se tenir au courant de tout ce que le digital, et c'est hyper vaste là en ce moment, ça fourmille, il y a plein de nouvelles choses, donc il faut se tenir au courant pour faire les meilleurs choix à court, moyen et long terme. Donc là, hyper important de se tenir au courant. Et puis aussi, on va dire, il faut se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché, quoi. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a, et puis surtout, quelles sont les tendances de marché pour pouvoir en fait se positionner en avance, proposer des solutions. C'est voilà, souvent ça peut mettre un peu de temps de développer des solutions digitales qui sont en lien avec la nouvelle réglementation, ça met du temps. Donc il faut déjà être en avance de phase toujours pour pouvoir toquer à la porte de futurs clients et être super pertinent dans l'offre qu'on va leur proposer. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles, et pour toi, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever? Moi, ce qui me plaît le plus, moi, je trouve la finance, je trouve que c'est une industrie hyper passionnante depuis le début. Donc on a la chance, je trouve, d'être dans une industrie hyper, c'est passionnant. Je crois, moi, ce que je préfère, c'est développer, c'est mettre en place une équipe qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre les bonnes personnes aux bons endroits, qui vont pouvoir vraiment s'épanouir dans ce qu'elles font. C'est aussi construire une solution digitale aussi hyper pertinente et qui fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et vraiment, le but, c'est servir au mieux nos clients, être le plus pertinent possible et avoir un service de la plus grande qualité. Alors, toi qui as vu beaucoup de fonds d'investissement se créer, tu dirais que c'est quoi les plus grandes difficultés dans ce processus de création, et éventuellement, quelles sont les embûches à éviter? C'est vrai, ouais. Ça paraît assez simple sur le papier. On se dit lancer un fonds d'investissement, c'est pas très dur. Il y a 2-3 formats qui existent. Il y a quelques petits trucs à remplir. On soumet ça, on soumet le dossier, c'est bon. Et en fait, oui, non. Dans la pratique, même pour des équipes assez expérimentées, en fait, ce qui est important, c'est le plus tôt possible, c'est cadrer le projet, c'est savoir ce qu'on veut faire, quels investissements je veux faire et quels seront mes investissements, quels seront mes investisseurs. Ça paraît bête. Souvent, comment on fait pour créer un fonds d'investissement, c'est on se met d'accord sur les éléments clés, on écrit le règlement du fonds, on va voir après le dépositaire, l'agent comptable, le commissaire aux comptes, et on soumet le tout à l'AMF. Il faut pas se précipiter, en fait, sur toutes ces étapes. Parce qu'en fait, souvent, on va se rendre compte, si on se précipite sur ces étapes, là, j'en ai dit, il y en a à peu près 4. Il y a tellement de subtilités qui peuvent être réglementaires, fiscales, stratégiques. En fait, on va s'en rendre compte quand on est au niveau 2, quand on a déjà écrit tout le règlement, on va se dire, mais en fait, c'est pas le bon format de fonds. Alors, à l'étape 3, on a déjà envoyé tout chez le dépositaire, l'agent comptable, et on se dit, ah non, mais en fait, là, fiscalement, ça marche pas. Ou, dans la pratique, là, les gérants, dans la pratique, dans l'année 2 du fonds, en fait, je vais être bloqué. Là, ce qu'on a écrit, ça fonctionne pas. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir de l'expérience. Il faut avoir déjà justement cette casser les dents plusieurs fois sur tous les sujets possibles, et pour savoir déjà, en fait, quelles sont les bonnes. C'est au début, il faut poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions, et pour après être prêt. Là, on a un projet qui est mûr, on est très au clair, et après, il n'y a plus qu'à dérouler. Et après, là, c'est très facile. On a un rétro-planning qui est très clair. Et donc, comme ça, en 1 mois et demi, ça va glisser. Et en 1 mois et demi, le fonds, il est déposé à l'AMF. On est prêt à le commercialiser. On fait la levée de fonds et le premier investissement. Alors, moi, je voudrais juste donner un petit témoignage personnel, parce que il y a quelques mois, j'avais essayé de créer un fonds d'investissement, et l'AMF m'avait fourni un tableau Excel avec 417 lignes, et pour chaque ligne, il y avait une question, et pour chaque question, il fallait au moins un élément de preuve, et parfois c'était plutôt 3 ou 4. Donc pour ceux qui aiment pas trop les tâches administratives, peut-être qu'il vaut mieux passer la main à un expert comme Tigro. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient créer un fonds d'investissement? On va dire le nerf de la guerre, c'est la levée de fonds. Il faut trouver des investisseurs. Il faut ce qui botte tout le monde, c'est financer les entreprises.
Pour ça, voilà, il faut de l'argent et voilà. Donc c'est le truc, le nerf de la guerre, c'est la levée de fonds. Et pour réussir sa levée de fonds, qu'est-ce qu'il y a qui est important, je dirais, c'est avoir quand même, c'est donner une vision claire justement sur la stratégie d'investissement. Donc ça, faut être aussi le plus au clair, le plus vite possible, être très clair. Le mieux, c'est d'avoir déjà ciblé, savoir déjà un petit peu dire quelle entreprise on va financer de quelle façon. C'est encore mieux si on a un petit track. Ce qu'il y a aussi dans la levée de fonds, c'est avoir justement une vue claire du fonds en lui-même. Donc là, ça on en a parlé précédemment, c'est quel est le format de fonds, quelle va être la durée de vie du fonds. Enfin, tout ce qu'on parle de la structuration du fonds. Ça, faut déjà avoir bien avancé là-dessus, parce que on va y avoir des questions des investisseurs potentiels. Et donc là, faut être le plus au clair possible. Ça va être vraiment hyper réconfortant. En fait, ça apporte beaucoup de crédit et ça va beaucoup rassurer les investisseurs d'être très clair, d'avoir en fait des bonnes réponses, on va être clair sur ça, la structuration. Voilà, c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui souhaitent se lancer pour faire un premier fonds d'investissement, de justement d'échanger avec Tigro ou d'autres personnes qui justement ont cette connaissance pour structurer des fonds et en assurer la gestion. Dans un premier temps, pour avoir une idée à peu près claire de ce qu'est le fonds d'investissement, et dans un second temps, pourquoi pas se reposer même directement sur Tigro pour gérer tout l'opérationnel. Alors pour nos auditeurs qui auraient jamais entendu le terme track, en fait, c'est track records et c'est plutôt l'historique d'investissement que vous pourriez avoir par exemple comme business angel. Florent, quand tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Il y en a une qui est assez personnelle. Moi j'ai été, je pense, on va dire trop passionné au départ. Mais je pense faut l'être et faut le rester, mais il faut parfois, je pense, ça, quand on est un peu trop passionné, quand j'étais 5-6 ans d'expérience, je pense que j'ai parfois manqué de recul et j'allais vraiment sur les choses que je trouvais en fait les plus amusantes. Il y a 1000 choses à faire, c'est passionnant et donc aller voir tout ce qui se passe, mais derrière il faut quand même garder en tête avec du recul. Moi, il y a un petit peu là-dessus, je sais que il y a un peu de sagesse qui est arrivée par-dessus et c'est vraiment et moi c'est ce que je conseille, de toute façon ce que je me conseille tous les matins et c'est aussi ce que je conseille à mes équipes, c'est il faut faire les choses qui nous bottent, qui nous amusent, qui nous intéressent, et aussi il faut que ça soit bon pour l'entreprise. Il faut que ça aille dans la direction de l'entreprise. Et en fait moi ce que j'ai trouvé je trouve qui est canon, c'est quand on arrive à avoir cet alignement entre les choses qu'on aime faire et qu'on sait faire et ce qui est important pour l'entreprise. Là on le sent en fait quand on a ça, et c'est hyper agréable. Donc il faut écouter sa passion, ce qu'on aime faire, mais également la mettre dans l'axe, dans la direction de l'entreprise. Et là quand on a ça, c'est assez sympa. Et un autre truc que j'ai un petit peu une erreur, je pense, c'était un peu vouloir réinventer la roue. En fait, il faut vraiment c'est ça aussi, c'est passionnant, il y a vraiment envie d'aller, c'est aussi top de faire des choses, se casser les dents, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit. Donc je pense c'est bien de le faire, mais j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps avant de aussi faut vraiment je pense s'inspirer. Il y a plein de gens brillants qui ont fait des choses vraiment brillantes avant nous, et il faut vraiment, je pense, capitaliser là-dessus. Et donc peut-être ce que j'en retiens, c'est justement ce que j'en retiens, c'est justement, je pense que c'est bien de s'inspirer en fait, d'avoir des modèles. Et donc ça peut être on peut avoir alors chacun peut avoir un Elon Musk, un Bill Gates, il peut y avoir ce genre de très très inspirant, en se disant en fait c'est possible d'accomplir des grandes choses. Et je pense que c'est bien aussi de prendre des modèles de gens qu'on connaît très bien. Parce que des gens qu'on connaît, avec qui on travaille, ou même dans la sphère professionnelle ou privée, quand on remarque quelque chose de bien, que quelqu'un fait quelque chose bien, je pense que c'est hyper important d'essayer de comprendre comment elle le fait, et pour pouvoir en fait on est tous capables d'apprendre, et donc on va être capable derrière de le faire soi-même. Donc moi je dirais c'est ça qui est c'est assez intéressant, faut s'inspirer, et à la fois des personnes qui sont proches de nous et aussi un peu plus loin. On a eu une période assez faste jusqu'à la fin décembre 2022 pour les fonds d'investissement. La situation est un peu plus crispée en ce moment. Est-ce que ça impacte les sociétés de gestion opérationnelle à court terme ou
pour le plus long terme? Oui, non, c'est vrai que là on est, Armel, je dois être totalement d'accord avec toi là depuis 2022. Il y a une sorte d'accalmie, une petite crispation, donc c'est plus difficile. Les investisseurs sont un peu moins enclins à souscrire dans des fonds d'investissement, et puis les fonds d'investissement aussi réfléchissent un petit peu plus avant d'investir. Donc là, il y a un petit peu, on a vu, ça se voit, de toute façon les chiffres parlent, les volumes sont plus faibles depuis 2022. Début 2023, là c'est le cas toujours actuellement. Là on va voir, c'est pas évident de savoir dans quelle direction ça va aller. Les sociétés de gestion en général sont impactées. En effet, là c'est plus dur de lancer des nouveaux fonds d'investissement. Et pour une société de gestion, c'est comme ça qu'elle se rémunère. Si elle va lancer un nouveau fonds d'investissement qui fait 100 millions d'euros, typiquement elle va prendre 2% de commission de gestion, donc elle va gagner 2 millions d'euros par an. Si elle le lance pas ce fonds-là, c'est de l'argent. Donc il y a, en effet, pour les sociétés de gestion, il y a un petit peu, pour elles c'est un petit peu plus difficile vu qu'il y a un peu moins de levée de fonds. Du coup, comment tu vois l'avenir des sociétés de gestion de fonds? Mais du coup, là, moi, ce que je pense être pertinent justement dans ce cadre-là, avec il faut voir deux choses. Je pense pour elles c'est important il faut qu'elles soient innovantes parce qu'il y a quand même toujours des choses à faire. Donc, il faut qu'elles puissent consacrer. En fait, il faut qu'elles mettent tout leur focus pour être innovantes dans leurs idées de stratégie d'investissement et pour aller trouver de nouveaux investisseurs. Donc ça demande du temps. Donc je pense pour elles, il faut avoir le plus gros focus possible sur ça pour être innovante. Et du coup, je pense que c'est hyper pertinent pour elles d'externaliser tout ce qui n'est pas justement dans ce qui est le plus de valeur ajoutée. Donc externaliser toute la partie opérationnelle et réglementaire, ça va vraiment leur apporter deux choses. C'est de la sérénité, c'est passer moins de temps, apporter de la sérénité pour pouvoir se focus sur les choses importantes, et puis également en fait aussi réduire leurs charges. Là, on l'a vu, en ce moment, s'il y a un peu moins de chiffre d'affaires, une façon aussi de remédier à ce problème-là, c'est si on réduit un peu ses charges, on peut continuer d'être rentable. Et du coup, est-ce que tu considères que la blockchain, c'est plutôt une menace ou un simple outil qui va aider les sociétés comme la tienne dans ses missions? Je pense que c'est un super outil qui commence là, qui est utilisé pour il y a certaines. Là, c'est dans le cadre de souscription, donc c'est des investisseurs pour souscrire dans des fonds. Il y a de la blockchain, donc ça c'est quelque chose qui a déjà été fait. Ça fait un peu ça fait plusieurs années que ce truc existe, et là c'est vraiment employé, on va dire à grande échelle. Et oui, c'est un outil de plus et qui va être super utile dans l'univers du non-coté. On n'en a pas encore parlé, mais dans la finance, il y a le coté et le non-coté. Sur le coté, tout est assez déjà industrialisé. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de volume à traiter. Donc, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place pour traiter un peu, c'est très industrialisé. Dans le non-coté, c'est pas encore le cas. Pourquoi? Il y a beaucoup moins de transactions. Donc, en fait, il y a moins de volumétrie à traiter. Et puis, c'est aussi un milieu dans lequel il y a pas mal de marge, donc on pouvait se permettre de passer un petit peu de temps. Donc, c'est pour ces deux raisons-là, en fait, c'est pas encore trop industrialisé. Et la blockchain, je pense, c'est un super outil. Ça va être un super outil pour justement pouvoir traiter un plus gros volume de transactions. Donc, ça va être vraiment, ça va être un super outil. Nous, évidemment, là, c'est quelque chose qu'on regarde de près. On l'utilise pas encore en production actuellement, mais on espère pouvoir rapidement en parler chez Tigrant. Alors pour compléter ce que tu dis, à très juste titre, tu évoques le sujet du coté et du non-coté. On parle de cotes sur des marchés financiers, typiquement Euronext est un marché qui est très connu évidemment, mais il y a d'autres places boursières dans le monde. Il y a des titres qui sont cotés, il y a différents marchés, on parle parfois du second marché, et puis il y a tout ce qui est non coté, c'est-à-dire principalement le private equity. Donc c'est le fait d'acheter des actions de société, par exemple. Est-ce que tu aurais, pour conclure cet épisode, un conseil de livre à lire ou de documentaire à regarder ou éventuellement d'influenceurs à suivre pour nos auditeurs qui aimeraient en savoir un peu plus sur le milieu de l'investissement? Sur le côté, on parlait du côté. Là-dessus, il y a un livre, on va dire, c'est la Bible, c'est le Hull, John Hull. Voilà, moi, je suis tombé dessus il y a 14 ans, j'ai adoré. Donc, je le conseille. C'est un bon livre de chevet. Donc, vous pouvez vous plonger dedans et vous allez, si vous le lisez, vous le comprenez, vous serez déjà, en fait, pas mal au top sur tout ce qui est la finance de marché, donc dans le côté. Sur le non-côté, là, la Bible, pareil,
autre livre de chevet à voir, c'est le Verminen. Donc là, pareil, vous pouvez allez-y, lisez-le, c'est passionnant. Vous pouvez vous plonger dedans, ça sera des super bases. Après, dans un domaine là qui est intéressant, private equity, le venture. Donc là, donc là, sur le nom côté, il y a un influenceur, moi, que j'aime bien, et puis, le nom est facile à retenir, il s'appelle Michael Jackson. Facile, vous allez sur LinkedIn. Et donc, LinkedIn, c'est un super endroit. Je vous conseille de passer un peu de temps pour voir un petit peu ce qui se passe. LinkedIn, évidemment, c'est un bon endroit pour ça. Et voilà, Michael Jackson, facile à retenir, allez dessus, c'est toujours c'est rigolo et c'est pertinent, donc je vous invite à le suivre. Merci beaucoup Florent Colombet, directeur général et cofondateur de Tigro, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 2 points principaux à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le cadre réglementaire n'est pas là pour nous contraindre, mais c'est plutôt un tuteur sur lequel on peut s'appuyer pour développer des solutions. Le second point, c'est qu'il faut capitaliser sur le parcours des autres personnes, sur des mentors, et ne pas nécessairement chercher à réinventer la roue. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.